Salut à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Maxime et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un super sujet puisqu'on va parler investissement immobilier, mais surtout on va faire le rapport avec l'actualité puisqu'on a vu en ce début d'année scolaire, on va dire, qu'il y a beaucoup de changements, notamment au niveau du gouvernement, ce qui fait peser une certaine incertitude sur le secteur. Et pour parler de ce sujet, bien évidemment, j'ai mon acolyte de toujours, Samy. Salut à tous. Et deux super intervenants spécialisés dans l'investissement immobilier et plus précisément dans l'investissement locatif atypique. Je reçois Anthony, enfin nous recevons Anthony et Alexandre de Mon Plan Immo. Salut les gars. Yes, salut Maxime, salut Samy, content d'être là avec vous aujourd'hui. Super. Eh ben, c'est nous qui sommes super contents de vous avoir parce que en cette période un peu trouble, Samy m'envoie des messages quasiment tous les jours en me disant t'as vu là, il y a ça qui arrive mais on sait pas si ça arrive, il y a un statut de bailleur privé qui arrive, ah bah non Bayrou est tombé, est-ce que ça vaut encore le coup, j'ai des discussions avec ma banque, ça va être chaud d'avoir un financement, ah bah non là maintenant ils me disent que c'est bon. Moi, je pense que il faut qu'on fasse. Et maintenant, il me ghost, tu vois. On peut en parler d'ailleurs. Il te ghost. Il me ghost. Donc l'idée, voilà, c'est de parler avec vous qui avez l'habitude de faire pas mal de projets, d'accompagner pas mal de monde aussi sur cette thématique-là, de faire le point sur les difficultés actuelles et puis surtout, parce que dans le podcast, c'est ce qu'on cherche à faire, de chercher les leviers pour s'affranchir de ces difficultés. Exactement. Super. Avant de commencer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Anthony, Alexandre, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous dire ce que vous faites, ce que c'est Mon Plan Immo? Pas de souci, je me lance. Tu veux. Allez, vas-y. Non, pour la faire très simple, nous, on est donc Anthony et Alexandre, on est deux frères originaires de Saint-Étienne. Voilà, on dit souvent que c'est une des plus belles villes de France. On est investisseurs immobiliers, voilà. Ancien prof de PS pour ma part et agent immobilier pour Alex, donc on n'était pas du tout dans cet environnement-là. Mais du coup, donc on a pas mal investi dans l'immobilier. On a réalisé plus d'une vingtaine d'opérations en France, à l'étranger. On a accumulé pas mal d'expérience. Et après le passage par l'investissement immobilier est venue l'envie de se mettre à notre compte tout simplement et d'aider les gens à prendre aussi leur indépendance. Donc c'est pour ça qu'on a créé Mon Plan Immo, un organisme spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs et plus particulièrement l'investissement immobilier atypique parce que c'est vraiment une stratégie qu'on a développée très fort depuis 2020. On a démocratisé ça sur les réseaux sociaux un petit peu à grande échelle. Donc voilà, très fier d'être suivi aujourd'hui par plusieurs centaines de milliers de personnes. On a accompagné plus de 1500 personnes dans ce domaine-là. Donc voilà, on prend plaisir à partager tout notre savoir et surtout cette stratégie atypique aujourd'hui au quotidien. Top. Super, merci pour cette présentation. Donc on voit bien quand même que vous avez un spectre assez large sur ce secteur-là, notamment parce que vous accompagnez aussi certainement des primo-investisseurs qui en sont sur leur premier projet. Et vous avez certainement aussi, comme nous, des remontées sur les difficultés du marché. Samy, toi, c'est quoi en ce moment qui te marque le plus par rapport à ces difficultés? C'est quoi le truc qui te fait peut-être le plus peur niveau investissement IMO? Alors pour rappel, en fait, j'ai déjà expliqué sur le podcast dans les épisodes précédents. Je suis sur l'achat de 2 maisons en ce moment. Une que je vais du coup faire en marchand et l'autre que je vais garder pour la transformer en logement atypique. Donc 2 projets que j'ai signés cet été. Ma banque du coup historique entre guillemets, ma banque qui me suit sur l'ensemble de mes projets immobiliers me disait que cet été que ça posait pas de problème, il y avait pas de problème de financement. Et depuis la chute du gouvernement et la dégringolade entre guillemets de la note, la Fitch, j'ai plus de nouvelles de ma banque. Pourtant, j'arrête pas de l'appeler. On était sur les cautions là, donc je sais pas si ça a un impact du coup, cette notation a un impact sur la partie caution également, mais bien plus compliqué. J'ai l'impression, donc je sais pas ce qui va en être de ces investissements immobiliers. Ça me ferait vraiment suer de les perdre, surtout l'achat-revente qui est vraiment un super projet. Voilà, donc j'ai l'impression que ça va avoir un impact, cette chute du gouvernement et cette notation qui a été du coup rétrogradée. Donc d'ailleurs, c'est ma première question. Je sais pas si Maxime, tu l'avais convenu comme ça, mais
j'aimerais bien avoir votre opinion, moi, sur ce qui se passe en ce moment en France, sur le marché, et notamment sur le marché de l'immobilier qui va avoir pas un impact direct maintenant, mais peut-être dans les mois futurs. Ouais. Ok. Je peux y aller, Anto. Moi, je suis là-dessus. Je suis Vas-y, plutôt. vas-y. C'est un sujet qui me. Alors, je vais pas dire me passionne, mais qui en ce moment m'interpelle beaucoup, justement avec le gouvernement, etc. Euh, Moi, je pense déjà, on peut revenir sur la crainte numéro un, nous, qu'on a remarqué avec Anthony sur les investisseurs, c'est vraiment ce côté financement dont tu fais part, Samy. On se rend vraiment compte que les investisseurs, ils ont vraiment cette peur du taux d'endettement, la peur de pas se faire prêter, qui peut être une peur, hein, en effet. Mais on va y venir et tu vas voir que pour moi, c'est pas forcément un problème. Alors tout de suite, là, oui, il y a la chute du gouvernement, donc forcément, ça chamboule énormément de choses. On l'a vu lors de la précédente fois où ça s'est déjà arrivé, malheureusement, ça avait déjà tout chamboulé. Pour moi, il faut quand même en tirer un axe positif. On le voit bien, nous, on a échangé avec beaucoup d'agents immobiliers dans notre secteur. On a un marché qui est à l'arrêt. Vraiment, c'est les mots qui sont dits. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand le marché il est à l'arrêt? Certains voient des problématiques. Nous, avec Anthony, on voit des opportunités. Moi, j'aime bien investir dans des moments de chaos, comme un peu tu es en train de le faire, Samy. Pourquoi? Parce que c'est le moment où personne n'achète. Et il y a un dicton qui est vieux comme Hérode, mais qui pour moi est toujours très vrai. C'est achète au son du violon, vend au son du canon. Et là, vraiment, on est dans une période où personne n'a envie d'acheter. On le sent bien, les gens sont en crainte. Moi, je l'ai vu, j'ai vendu ma résidence principale, je suis en cours de vente. Ça n'a pas du tout été la même chose que quand j'ai vendu ma dernière résidence principale. La dernière résidence principale, elle s'est vendue en 2 semaines. Celle-ci, ça a duré 3-4 mois. Et encore, c'était avant qu'il y ait tout le phénomène avec la chute du gouvernement. Donc moi, je pense que c'est le bon moment. Les vendeurs, ils savent pas trop comment se positionner. Ils avaient mis des prix assez hauts. Ils se rendent compte qu'ils ont du mal à vendre. Donc je pense qu'il y a des vraies belles opportunités. Il faut négocier, il faut y aller. Anthony vient d'acheter sa résidence principale. Moi, je suis à fond aussi sur des gros projets atypiques qu'on a envie de porter avec Anthony. Parce que pour moi, c'est vraiment le moment où, quand tout le monde est en doute, où tu as une fenêtre de tir et il faut y aller. Et pour en revenir sur la partie financement, c'est vrai que ça va être chamboulé là pendant quelques semaines, voire peut-être quelques mois. Et encore quelques mois, j'y crois pas trop. Mais les banques vont repartir, on va dire, à la normale, le temps qu'ils se stabilisent. Et ensuite, comme on le dit souvent avec Anthony, un bon dossier, quelqu'un qui est solide, qui présente bien son dossier avec un projet qui est viable. Nous, avec Anthony, la banque, ça nous a jamais fait peur. C'est vraiment au contraire, on sait qu'on sait argumenter, on sait que les élèves qu'on accompagne aussi, ils savent argumenter. Et si tu sais argumenter correctement, que tu as le bon projet qui est rentable, franchement, il y a très très peu de chances de pas se faire financer. Je sais pas si toi, Anthony, tu veux rajouter des choses, mais voilà moi un peu Non, mon mais ressenti par rapport à la situation actuelle. je suis évidemment aligné avec ce que tu dis. Et en fait, pour moi, pour reprendre la racine du problème, aujourd'hui, avant de parler d'investissement immobilier, il y a une incertitude ambiante qui est insupportable pour les Français aujourd'hui. On le ressent bien. Donc déjà, je vais pas revenir là-dessus parce que les gens l'ont assez compris, mais un jour on nous dit blanc, un jour on nous dit marron, un jour on nous dit rouge, un jour on nous dit orange. Et donc du coup, les gens sont perdus, sont inquiets aussi parce que le pouvoir d'achat diminue de plus en plus. On voit les gens de plus en plus en difficulté. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, avec ce contexte-là, qu'est-ce que ça crée juste en dessous pour les investisseurs? En fait, ça crée de l'inaction. Quand on a peur, quand on sait pas, on fait rien. On stagne, surtout si on manque de connaissances. Donc je pense que c'est du b.a.-ba et c'est vrai, mais déjà le plus important et encore plus dans un contexte compliqué, c'est d'avoir les bonnes connaissances au bon moment aussi, parce que ça bouge tellement vite, c'est de s'informer, on va dire au jour le jour presque aujourd'hui, bonne décision en tant qu'investisseur. Et aujourd'hui, je pense pour casser cette spirale d'inaction, le mieux c'est d'aller, on en parlera après, dans des stratégies qui ont le moins de chances possible d'être impactées, et notamment au niveau des secteurs et des villes. On en reparlera, mais c'est que dans un contexte d'incertitude, il faut aller chercher dans nos investissements là où on a le plus de certitude possible et sur les choses qui ont le moins de chances de bouger. Voilà. Donc je pense que c'est un ensemble de tout ça qu'il faut essayer de brainstormer pour les gens et d'essayer de mettre en place de connaissances et de stratégies qui gardent un maximum de certitude aujourd'hui. Alex en parlait sur les logements insolites qu'on est en train de développer, etc. Ça, les gens le voient, les séjours courts, prendre du plaisir, les loisirs, etc. Ça, les gens sont encore prêts à y aller dessus, contrairement à d'autres choses. Voilà, pour compléter un peu les propos. Non, je vais rebondir par rapport à ça. Je suis complètement d'accord. Il faut, dans ces moments d'incertitude, c'est les meilleurs moments pour les investisseurs immobiliers, hein, clairement. Et surtout si tu as du cash. Je le vois avec ma partie chasse immobilière quand j'accompagne mes clients. Là, on a fait la semaine dernière 2 offres vraiment hyper intéressantes. Bon, sur un petit studio et sur un immeuble. On a été négocier quand même des très très belles réductions.
un immeuble qui était affiché à 450 000 euros, on l'a eu à 370 000 euros. Et un petit studio qui était affiché 50 000 euros, on l'a eu à 35 000 euros. Et pourquoi en fait? Parce qu'on a mis sans condition suspensive de prêt. Et donc du coup, ça clairement, ça change énormément de choses pour les vendeurs, puisqu'ils sont sûrs que la vente ira jusqu'au bout. Et ces deux projets IMO, en fait, c'était deux rollbacks, on va appeler ça. C'est deux revenus sur le marché, parce que en fait, il y a eu des financements qui ont été perdus. Donc, dans des moments d'incertitude comme ça, d'avoir du cash, c'est hyper intéressant. Et puis juste pour reprendre aussi par rapport et compléter, c'est vrai que ça fait peur d'investir dans des moments où c'est un petit peu chaotique. Mais pour autant, c'est ce petit côté où il faut avoir un peu ce côté un peu, je dirais pas risqué, parce que pour moi ça l'est pas du tout, mais ce côté aller un petit peu à contre-courant des gens. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec Anthony à l'époque. On a commencé à investir en 2017. Moi, j'ai acheté mon premier appartement, donc c'était à Saint-Étienne. La ville, elle était dans un état un peu chaotique pour le coup. Tout le monde nous disait investissez surtout pas à Saint-Étienne. Cette ville, elle est terminée, elle est finie. On a investi là-bas. Aujourd'hui, tous les biens qu'on revend petit à petit, ils sont à plus-value. Tous les biens qu'on exploite en location, ils sont très rentables. Donc, ils se sont valorisés et ils sont extrêmement rentables. Donc, c'est vrai que ça fait peur d'aller à contre-courant des gens parce que t'es finalement à l'inverse de ce que tout le monde fait. Mais c'est vrai que dans le business et dans l'immobilier, c'est assez contre-intuitif souvent, mais il faut vraiment aller à contre-courant des gens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait nous avec les logements atypiques. Et on le voit bien d'ailleurs. On le voit bien si on fait un parallèle avec le marché plutôt locatif et même je dirais le marché touristique. Aujourd'hui, on le voit bien, les voyageurs fonctionnent différemment. Moi, j'ai eu beaucoup de statistiques et on essaye de se renseigner un petit peu avec Anthony sur le tourisme, l'été, etc. On s'est rendu compte que cet été, les voyageurs voyageaient totalement différemment. Avant, les habitudes des Français, c'était je prends mes vacances une fois par an, je pars 2-3 semaines en vacances l'été au mois d'août dans un camping, dans un hôtel. Moi, j'ai vu beaucoup d'articles qui disaient que les touristes l'été dans le sud de la France n'étaient pas aussi présents que ce qu'ils avaient envisagé d'habitude. Et pour autant, nous, sur les logements atypiques, on a fait un été record, pardon. Et pourquoi? Parce que les voyageurs commencent à changer leurs habitudes de voyage. Ils préfèrent privilégier des courts séjours proches de chez eux. Et c'est ce qu'on propose avec les logements atypiques, justement. C'est des voyages plus proches de chez eux et aussi plus courts. Je te rejoins par rapport à ça. On est sur vraiment. On a aussi des chiffres avec des différents acteurs qui sont intervenus dans le podcast, dont des gros OTA. En fait, on nous disait que comme tu l'as dit, les habitudes changent. Cette année, cet été a été moins performant que l'année dernière, mais au niveau global. Pour ma part, au niveau global, mais pour ma part, comme tu l'as dit, quand tu as des logements atypiques, en fait, moi, j'ai fait une meilleure année que l'année dernière parce que les gens privilégient, comme tu as dit, les courts séjours, veulent se faire plaisir sur un petit laps de temps et sont prêts à mettre le prix. Ouais, exactement. Tu vois, tu fais le bon parallèle avec moi, avec nous, avec Anthony. Nous, c'est vraiment le constat. Et agréablement même surpris, j'aurais pas pensé, mais on a fait, un meilleur été sur nos logements que l'année dernière. Voilà. Je crois bien sur 4 logements, je crois qu'on a bien généré 1000 à 1500 euros de plus au global sur nos logements. Donc, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, on voit bien la tendance de marché qui nous, on le prône depuis le début, on s'en rend compte depuis qu'on a lancé les logements atypiques que les voyageurs voyagent différemment, mais c'est vraiment en train de se confirmer année après année où les voyageurs voyagent vraiment différemment. Le mode de fonctionnement et de consommation des Français vraiment a changé. Moi, je me rends compte vraiment sur les hébergements qu'on loue en atypique, ça évolue énormément et plutôt dans le bon sens par rapport à nos investissements. Donc, ça prouve que c'est un modèle qui est viable dans le temps. C'est clair. Et si on a 2 petites secondes, les gars, je me permets une petite aparté qui est importante, je pense, pour que les auditeurs ils comprennent un petit peu aussi. On parlait de refus bancaire, etc. On est vraiment sur cette partie contexte anxiogène. Oui, qu'on revient au marché. C'est vrai qu'on a un peu divergé. C'était juste que, en fait, j'ai un cas concret qui, je trouve, illustre bien ça et surtout que les gens comprennent bien, en fait, surtout pourquoi ça bloque aujourd'hui. C'est surtout aussi qu'on est dans un contexte où les taux restent assez élevés. Pourquoi je dis ça? Moi, par exemple, je suis en train de faire l'acquisition de ma résidence principale. Ça va être un projet à 440, 450. Quand on pose les chiffres, même avec un petit peu d'apport, tu te retrouves vite avec une mensualité entre 1500 et 1800 euros. Donc, heureusement, pas de problème pour moi et ma compagne. Mais si on bascule ça sur un investissement locatif ou même moi sur ma résidence principale,
ça reste des mensualités pour monsieur et madame tout le monde qui restent extrêmement élevées. Extrêmement élevées. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on est dans un marché force acheteur. C'est parce que les gens qui vendent, ils se retrouvent avec des acheteurs qui ont des taux à 3, 3,5%, type de mensualité très élevé. Et donc, pour une résidence principale, ça fait que les gens, ils n'arrivent plus à acheter leur maison, leur appartement, etc. parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Et pour l'investisseur locatif, il n'arrive plus à trouver de la rentabilité, encore moins avec des investissements locatifs en longue durée, parce que les taux sont élevés et donc, du coup, on n'arrive pas à trouver de la rentabilité. Donc, et là, après avoir fait une petite aparté contexte, je reviens sur l'atypique, mais c'est pour ça aussi que nous, on adore cette stratégie. C'est parce qu'en fait, on peut la mettre en place avec des tout petits budgets, voilà, moins de 100 000 euros dans des moyennes communes où l'impact des taux, il est beaucoup plus faible. Comme je le dis toujours, un taux à 3,5% sur un appartement à 40 000 euros d'achat, c'est pas du tout la même chose que de se prendre 3,5% sur un immeuble à 450 000 euros. En termes de renta, une mensualité, l'impact est beaucoup moindre. Donc, bref, voilà, c'était aussi pour parler un petit peu de ça aux gens qui comprennent un petit peu la mécanique à ce niveau-là. Ouais, mais tu vois, on se faisait la réflexion avec Samy, on en discutait justement, tu parlais des RP et de l'évolution des taux. Tu te dis quelqu'un qui a acheté sa maison il y a 10 ans avec des taux à 1 et qui rachèterait exactement la même maison au même prix, hein. On ne prend même pas d'évolution foncière. En fait, ça peut lui coûter 20, 30, 40% plus cher. Et ça, sans capital, hein. C'est uniquement de l'intérêt, donc de la perte sèche, hein, comparé à. C'est de l'argent Je peux que tu te le donnes dire, à la banque. ça fait une différence de 300 ou 400 euros, par exemple, pour prendre un projet comme le mien, parce que tu t'amuses à comparer. Forcément, tu es curieux. Tu vois le taux à 3,5, tu es sur les applications et les simulateurs pour changer ton taux. Tu mets un 1%. Moi, ça fait, par exemple, tu vois, sur un projet à 450, 440, ça fait bien 400 euros d'écart, hein, facilement. Donc, Ouais, voilà. parce qu'on se fait souvent avoir. On dit, tiens, du 1,5, 4,5, ouais, il n'y a que 3%. Là, tu te dis 3%. Ouais, tu fais 1,5, 1,5, 4,5, c'est x3 en fait. Donc, en fait, le coût de ton crédit, il a été multiplié par 3 et tu le répartis sur 20, 25 ans. Et donc, la rentabilité à aller chercher, elle est plus difficile alors, pour les privés, pour les résidences principales, c'est ce que tu es en capacité de mettre. Mais si tu prends sur un investissement locatif, les loyers, eux, ils augmentent pas forcément autant sur de la location classique. Oui, bien et sûr. c'est pour ça que je trouve très intéressant l'atypique. Parce que moi, d'un point de vue purement marketing, c'est de se dire, OK, comment je vais chercher un nouveau positionnement où mon avatar client est prêt à payer plus cher pour passer une nuitée. En fait, il proposait un service qui n'est pas celui qu'on proposait initialement en location courte durée, c'est-à-dire juste une nuit où dormir, un hébergement. Là, je vais lui proposer une expérience. Et ça, je vais sortir un peu du contexte marché, c'est de se dire, OK, on parle d'atypique depuis tout à l'heure, mais c'est quoi l'atypique? Pour ceux qui nous écouteraient, qui disent, tiens, c'est forcément une love room. Voilà, parce qu'on a pas mal de commentaires à dire, Maxime, il parle que de love room. C'est quoi de l'atypique? Pareil, on peut se faire la définition tous les deux avec Alex, mais l'atypique, déjà, c'est beaucoup plus varié qu'une love room, bien évidemment. L'atypique, nous, c'est notre propre définition, on se l'a approprié avec Alex, mais c'est le fait de créer une expérience immersive pour un voyageur. L'expérience, elle peut venir de plein de choses. Elle peut venir d'une balnéothérapie dans un univers assez incroyable dans un appartement. Ça peut être un cinéma à l'intérieur d'un appartement. Ça peut être une bulle, un tipi, une houseboat. C'est tout ce qui va vraiment créer de l'expérience chez le voyageur. Mais attention, pas juste avec un élément signature. Parce que moi, j'aime bien parler d'éléments signature. Un logement atypique, c'est deux choses. C'est un élément de signature dans un appart, dans une bulle, dans un logement. Voilà. Et ça va être également toute la décoration, tout le fait de soigner le détail pour que, en fait, si tu es dans une suite cinéma, pour un logement que je connais très bien, c'est pas juste que tu as un écran de cinéma dans une pièce. C'est dès que tu rentres dans ton appartement, tu es immergé sur le thème du cinéma. Là, voilà, en fait, les logements atypiques, c'est ça, c'est faire vivre des vraies expériences aux voyageurs avec différentes thématiques, différents produits. Et il y a aussi bien l'atypique, qui sont des thématiques à l'intérieur d'appartements que tu peux mettre en place, et ce qu'on appelle aussi le monde de l'insolite. Voilà, avec tout ce qui est logement, bulle, tipi, houseboat, comme je le disais, cabane dans les arbres, que tu vas mettre potentiellement sur des terrains avec des cadres assez incroyable. Donc, Alex, tu peux compléter quelque chose, mais avant toi, Alexandre, c'est de se dire, du coup, tu différencies quand même un logement lambda que tu aurais transformé, donc là, tu fais de l'atypique, d'un logement avec un cadre un peu exceptionnel, qui là est plus de l'insolite. La bulle, ton houseboat, je sais pas moi, un chalet à la montagne que tu vas avoir hyper optimisé. Il y en a un où tu pars, tu pourrais faire n'importe quoi dedans, de la location classique, du Airbnb classique.
et un autre où déjà rien que l'environnement vaut le détour aussi, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Maxime. Ouais. En fait, nous, on le dissocie surtout par rapport à deux choses. Donc, en effet, le côté où, sur un logement atypique, bah, tu vas partir d'un bien immobilier que tu vas transformer en un bien atypique. Donc, c'est toi qui vas le valoriser avec ce que tu vas mettre à l'intérieur. Tandis que l'insolite, tu peux avoir un cadre et ça peut s'apparenter aussi à pas forcément une activité immobilière. Parce que lorsque tu fais de l'atypique dans un bien immobilier immeuble, tu achètes de l'immobilier. Tandis que de l'insolite, comme nous, c'est le cas avec la houseboat notamment, on est sur un port, par exemple, de plaisance, et on est venu acheter directement une houseboat, qui est une petite péniche finalement, qui est finalement un bateau. Donc, il y a rien d'immobilier là-dedans. Voilà. Donc, on s'en sert pour faire du logement, donc du tourisme, mais de base, c'est pas de l'immobilier. Donc là, on est vraiment sur une activité commerciale qui se valorise, qui s'apparente à de l'immobilier, mais qui n'est pas de l'immobilier. Et en fait, on a plus cette version, nous, avec Anthony, de l'insolite, où tu vas avoir un terrain que tu peux posséder ou que tu peux louer, par exemple. Ça peut être un étang, ça peut être une rivière, ça peut être un plan d'eau, comme nous, c'est le cas sur la houseboat. Et sur ce terrain, plan d'eau, etc., tu vas y mettre un produit insolite. Alors, soit ça peut être du bâti, ça peut être construit sur des terrains constructibles, soit ça peut être des habitats, ce qu'on peut appeler souvent loisirs légers. Ça peut être donc une bulle, ça peut être un tipi, ça peut être une houseboat. Et en fait, en fonction des différents logements, tu vas avoir une réglementation qui est différente. On a vraiment deux mondes entre l'atypique et l'insolite. Pour moi, ça se traite pas du tout de la même façon. Et on a des produits qui sont totalement différents. On peut avoir aussi une clientèle qui est totalement différente, mais c'est deux produits qui sont, on le voit bien nous, parce qu'on a les deux. Du coup, c'est ça qui est top. On a toujours voulu essayer d'en tester un maximum. L'atypique fonctionne très très bien avec sa clientèle et l'insolite aussi fonctionne extrêmement bien avec une clientèle, en tout cas nous qu'on ressent, qui est différente. Et tu dis donc du coup la différence principale, en fait, ça va être la capitalisation que tu vas faire derrière. Il y en a un où tu vas avoir un actif immobilier et l'autre, c'est plus un actif business, mais potentiellement. Ça veut pas dire que tu peux pas faire les deux, mais on va dire que de base, oui, c'est plus comme ça, parce que de l'insolite, c'est plus finalement une activité commerciale qui se rapproche plus finalement de l'hôtellerie de plein air, et l'atypique, tu vas parce plus que être sur de j'imagine l'immobilier. que tu vois un logement, un appartement que tu as passé en atypique, bon, tu peux le valoriser, tu peux le revendre, ton houseboat dans 10 ans, il faut faire des travaux, il faut entretenir, tu vois, Alors c'est il a une durée intéressant, de ouais. vie peut-être moins longue, je sais pas, enfin, Ouais, bah c'est une idée reçue. voilà, j'ai pas le recul encore aujourd'hui avec Anthony, on n'a pas le recul. Nous, des fabricants, on sait que normalement pendant 20 ans, on est largement tranquille, elle sera largement rentabilisée. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, nous, vu où est placée la houseboat, par exemple, si demain on veut la louer en longue durée, ça sera pas possible. Voilà. Ça veut pas dire que il y a personne qui habite dans ce type de bien. Moi, je connais des personnes sur Paris qui habitent dans des péniches. Tu vois, justement, dans le Nord, il y a énormément, dans les pays du Nord, où vient la plupart des houseboats, de personnes qui vivent sur des houseboats. Mais c'est vrai que nous, au vu de comment c'est exploité, ça va pas se transformer en logement. Tandis qu'un logement immobilier atypique, oui, là, tu vas pouvoir tu vas pouvoir le revendre soit en exploitation, avec l'atypique, du coup, bien le revendre parce que tu as une très grosse rentabilité, ou alors tu vas pouvoir le revendre en logement classique, et ensuite la personne fera ce qu'elle veut derrière, elle pourra en faire sa résidence principale, suivant la thématique qui a été faite, suivant si elle veut enlever ou pas, le mettre en longue durée, etc. Donc tu as plus de possibilités, on va dire, immobilières forcément sur l'atypique que sur l'insolite, où tu es plus sur un business. J'avais une question du coup par rapport à ça. Tu finances comment une houseboat par exemple? Tu finances en prêt IMO ou c'est un prêt professionnel? Ouais, bah ça fait partie des différences. Ça fait partie des différences. Tu peux avoir des systèmes de LOA. Nous, ça n'a pas été le cas. Tu peux avoir du prêt conso aussi, suivant le montant de la houseboat. Et tu peux avoir, nous, ce qu'on a décidé de faire avec Anthony, un prêt professionnel. Donc déjà, ça te fait une barrière différente. C'est que tu achètes en société et tu fais un prêt professionnel. Voilà. Donc déjà, tu vois, rien que sur le financement, tu es sur quelque chose de différent en termes de conditions. Tu vas avoir des taux qui sont plus élevés, en général, un petit peu plus, et des durées qui vont être aussi plus courtes. Donc forcément, ça va jouer un petit peu sur le cash flow, mais bon, on est tellement rentable sur ce type de produit que ça change. Mais voilà, rien que sur le financement, déjà, tu es sur deux produits différents. Si tu es dans un modèle, attention, comme la houseboat, si tu es sur un terrain constructible, que tu montes une habitation insolite, mais que c'est du dur, bah là, tu vas avoir un financement bancaire comme un bien classique. Donc, voilà, c'est pas tous les biens insolites qui peuvent, qui ressemblent à la houseboat. Dans la grande majorité, c'est ça. Mais après, suivant ce qui va être mis sur le terrain, suivant la nature du terrain aussi, ça va être différent. Ok, ça marche.
tu parlais de rentabilité qui donc du coup accrue par rapport à de la location courte durée classique. Est-ce que tu peux, tu as un cas concret à nous présenter sur, alors je sais, vous êtes déjà passé hein, dans le podcast, hein, ceux qui nous écoutent depuis longtemps ont eu l'occasion, Alexandre, de t'écouter. Donc, tu as plusieurs logements sur Saint-Étienne dans ce cadre-là. Est-ce que toi, tu t'étais déjà amusé? J'imagine que c'était même pas pour t'amuser, c'était vraiment pour comparer ton business model, de dire si je le loue classiquement et tiens, si je fais. C'était la Cinéma Room, moi, je me rappelle que tu m'avais parlé. J'en parle un petit peu sur les réseaux. J'ai fait 2-3 vidéos là-dessus. Bah, c'est le cas un des cas les plus exceptionnels qu'on peut montrer en termes de différence. Pour donner un ordre d'idée aux gens, donc moi, j'ai un immeuble de 5 appartements donc, à Saint-Étienne. Les 5 appartements ont toujours été loués en location longue durée depuis 2019, date à laquelle j'ai acheté l'immeuble. Et au rez-de-chaussée, il y a, ça va faire 2-3 ans maintenant, au rez-de-chaussée, il y a un locataire qui est parti, qui était là depuis 30 ans. Voilà. Ou 20 ou 30 ans, mais vraiment depuis très longtemps. Voilà. C'était un pied-à-terre qu'il avait. C'était un appartement de 25 mètres carrés avec une terrasse. Pour l'anecdote, j'avais même pas visité l'appartement quand j'ai acheté l'immeuble parce que le gars était jamais là, l'agent immobilier avait pas les clés. Donc j'ai acheté l'immeuble aussi, anecdote, sans avoir vu cet appartement. Donc quand j'ai eu les clés, je savais pas dans quel état j'allais le retrouver. Cet appartement, il était loué 220 € par mois. Voilà. Donc encore une fois, on est dans une commune où les prix sont très faibles à Saint-Étienne, mais 200 € quand même parce que c'était les prix d'il y a 20 ans. Ouais. Donc, il était loué, mais j'avais des loyers qui étaient versés sur mon compte de 220 € par mois pour cet appartement dans la rentabilité globale de mon immeuble. Et du coup, bah, aujourd'hui, avec la Cinéma Room, le locataire est parti. On a transformé ce bien avec un cinéma privatif à l'intérieur, très haut de gamme. Voilà. Je renvoie les gens sur YouTube un petit peu. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le sujet. Et du coup, aujourd'hui, la Cinéma Room, Alex est plus dans les chiffres que moi, mais elle dégage entre 2002 et 2008 brut par mois. Donc, je suis passé, si on prend une moyenne à 2005, de 220 à 2005. On a fait plus de x10 en termes de revenus bruts. Et sur l'immeuble entier, pour que les gens comprennent bien, j'avais à l'époque 400-500 € de cash flow, ce qui était très bien déjà en location longue durée. Aujourd'hui, juste avec la Cinéma Room, juste avec un appartement, on est entre 800 et 1100 € de cash flow en fonction des mois. Donc, et quand même que les gens comprennent bien, j'ai investi 50 000 € de travaux pour réaliser la Cinéma Room. Ouais. Et pour faire quand même le parallèle aussi, on loue beaucoup plus cher. Anthony a parlé des chiffres, donc 2500, 2800 €. Mais bon, il y a des charges, donc qui fait que on exploite en location courte durée. Donc, comme l'a bien dit Anthony, on est largement profitable et on a un très très beau cash flow qui est très confortable. Mais quand on fait de la location courte durée, puisque c'est le principe de la location atypique, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est que tu exploites ces logements atypiques sur des plateformes de réservation, type Airbnb, Booking, ton propre site internet. Je crois, Samy, c'est ce que tu fais aussi toi sur tes propres logements. Exactement. Et donc, bah, tu t'adresses à une clientèle qui cherche une immersion, qui cherche à profiter, qui cherche parfois juste à venir dans un lieu unique, des personnes de passage. Et donc, c'est ce qui fait aussi que bah, tu loues aussi cher. Et une fois que tu as enlevé les charges, Anthony le disait, on est entre 2003 et 2800 € en moyenne. On va être à 800-1100 € de cash flow parce qu'il va falloir enlever les charges électriques, les box internet, le personnel de ménage qui est une grosse charge. Voilà, toutes les différentes charges inhérentes à ce mode d'exploitation. Mais ce qui permet quand même d'avoir un cash flow assez exceptionnel. Et tu vois, pour remettre peut-être du contexte, parce que je sais que la vidéo c'était justement sur le marché en 2025 et comment on le voit aussi avec Anthony. Et ben nous, on est toujours. Et j'ai l'impression un peu qu'on se répète, mais tout ce qu'on dit depuis maintenant, nous on parle de la stratégie atypique depuis 2022. Mais en fait, tout ce qu'on prône avec Anthony, c'est vraiment en train de se confirmer année après année. Où on dit que les logements atypiques, ça s'adapte beaucoup par rapport à la conjoncture actuelle. Et là, je trouve que c'est encore plus vrai avec ce qui se passe avec la chute du gouvernement. T'en parlais, Samy. Toi, la banque, elle est un petit peu, elle sait pas trop comment se positionner. Nous, l'avantage avec ces logements atypiques, c'est que tu investis des petits budgets. Tu as des budgets à moins de 100 000 € en règle générale. Tu peux avoir des budgets à 150, ça peut monter, aller jusqu'à 200 000 €. Mais en tout cas, partout en France, tu peux réaliser des projets à moins de 100 000 €. Là, récemment, et d'ailleurs, on a une vidéo YouTube qui sort prochainement avec notre artisan avec qui on travaille, qui est devenu un ami. Alors, je vais pas parler des chiffres parce que je veux pas teaser la vidéo, mais on est sur un projet à moins de 60 000 €. Voilà, terminé. Voilà. C'est un projet qui rapporte plus de 2 000 € bruts par mois. En fait, ça montre bien que nous, ça se confirme ce qu'on disait en fait. Les logements atypiques, ça se prête à la conjoncture parce que on investit des petits budgets et ça rapporte très gros. Et là, ça le confirme parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est compliqué où on ne sait pas trop où on va aller. Et une banque prêter moins de 100 000 € à un Français moyen, elle y va. Prêter 700 000 € pour un immeuble qu'on va venir découper, qu'on va revendre ou un gros immeuble de rapport, même si tu es quelqu'un de solide,
la banque, elle va quand même se poser beaucoup plus de questions. Tandis que sur des petits budgets, déjà, c'est dans la délégation quasiment de tous les conseillers. Hein. Allez, au pire, ça va monter au directeur de banque, mais c'est pas des dossiers qui partent au siège, etc. Donc, en fait, on a beaucoup plus de flexibilité en interne sur les banques et c'est des projets qui font beaucoup moins peur aussi. Et en plus de ça, les banques commencent à connaître un peu cette stratégie, ce qui n'était pas le cas Avant, il y a 3 ans. Ouais. Et du coup, là, tu parles des banques et de la frilosité des banques. On entend souvent comme frein pour les investisseurs de se dire bah, moi, je ne peux pas y aller, je n'ai pas d'apport ou je n'ai pas un assez gros salaire, j'ai déjà un taux d'endettement, j'ai acheté ma maison, je suis à 25% de taux d'endettement. Les 10% qui restent ne me permettent pas d'aller chercher ça et j'ai un tout petit apport. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes dans le contexte actuel? Bah là-dessus, j'ai la meilleure des réponses. Et encore une fois, la méthode atypique en elle-même, parce qu'elle est contre, en fait, toute cette problématique d'endettement et d'apport. Je m'explique pourquoi. Première question sur l'apport. J'ai pas beaucoup d'apport pour me lancer, voire je peux pas en mettre du tout. Aujourd'hui, ce que les banques demandent en termes d'apport, c'est souvent les frais de notaire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de notaire, ils sont proportionnels au prix d'achat. En général, c'est 7 à 8% de ton prix d'achat. Donc, pour faire simple, si tu achètes un bien 100 000 euros, ça va être 7 000 euros, 7 8 000 euros de frais de notaire. Et si tu achètes un bien 40 ou 50 000 euros, ça peut être que 3 4 000 euros de frais de notaire à mettre. Donc, nous, comme on se concentre sur des petites et moyennes communes avec des prix d'achat très attractifs, et ben, par essence même de notre stratégie, on squeeze un petit peu le problème de l'apport parce que sur un bien acheté entre 40 et 70 000 euros, ce qui est notre business plan modèle, en fait, tu vas avoir 4 5 000 euros de frais de notaire. Et donc, 4 5 000 euros que la banque va te demander en apport, dans 80% des cas, on va dire. Et donc, en général, ça reste accessible à beaucoup de personnes. Et ensuite, si tu veux vraiment aller chercher du sans apport, bon, bah, faut aller chercher un projet. Donc, encore une fois, l'achat faible. Mais ensuite, ce qui fera la diff, c'est le réseau et l'interlocuteur que tu vas avoir et la manière de présenter ton dossier et ton professionnalisme. Voilà. Et ça s'apprend aussi pour pouvoir aller le chercher. Donc ça, c'est pour répondre à la problématique de l'apport. Et par rapport à l'endettement, c'est le même combat. Comment faire pour que son endettement soit peu impacté avec un projet? Avoir un prix d'achat faible et une grosse rentabilité. Là, si tu as un logement que tu finis à 80 000 et qui dégage 3 000 euros brut par mois, tu fais les calculs au niveau de ton, tu vas passer de 20 à 22, je dis une bêtise, ou de 34 à 36. Autrement dit, tu vas avoir un impact très très faible sur ton endettement. Donc c'est aussi une manière d'enchaîner les opérations, sans parler du fait que c'est une opération très rentable. Donc la première, peut-être, ça se passe beaucoup avec nos participants. Sur ta première opération, le banquier va te dire ok, j'y vais, paye pour voir un petit peu. Tu reviens 6 mois ou un an après, tu as fait 40 ou 50 000 euros par an sur ton projet qui t'est revenu à 80 ou 100 000 euros. Le regarde avec des yeux comme ça, il comprend pas, mais forcément, il te suit sur la suite et c'est beaucoup plus simple aussi. Donc, parce que ça reste des rentabilités qui sont stratosphériques. On dit pas que c'est facile avec Alex, mais juste que c'est possible, voilà, d'y arriver. Donc, voilà, pour moi, la stratégie en elle-même contre tout ça. Ouais, ça, je vais juste compléter, pas compléter, mais acquiescer, puisque c'est complètement, ce que tu dis est complètement vrai. Hein. Moi, au début, j'avais mes locations courte durée classiques, entre guillemets, que j'ai transformé en appartement à thème et où du coup, les revenus ont augmenté. Et ma banque même était surprise. Elle m'a dit, oh, comment vous arrivez à faire ça avec de l'IMO? Et du coup, jusqu'à maintenant, alors j'espère qu'elle va me suivre encore sur les projets là que je lui ai proposés, mais et aucun problème de financement. Elle me dit, bah, les chiffres sont là, quoi, en fait. Et mes clients en chasse, ils me posent la même question. Ils me disent, mais du coup, si on fait un, est-ce que la banque va me prêter après et tout? Je dis, bah, si votre premier investissement immobilier est bon et que vous faites, c'est souvent de la location courte durée qu'ils veulent faire, que vous arrivez à faire du coup de la typique ou un appartement à thème, un appartement qui va se différencier de la concurrence, les chiffres vont être là. Et pour les prochains projets immobiliers, eh ben, ça va pas être difficile auprès de votre banque. La banque, elle a besoin de concret. Si elle voit, si tu lui montres par A plus B que ça se passe comme ça, et si tu l'argumentes bien, ça va passer. Mais elle a besoin d'être rassurée, en fait. C'est sûr. Ok, c'est très clair sur cette info-là. Je vais faire le mec qui gratte. Quand tu as la banque, quand tu vas lui présenter ton projet, tu sais, tu vas lui présenter ton business model, ton business plan et dire voilà, ça va me rapporter tant. Comment, voilà, là on va en sortir une capsule, un réel incroyable. Comment? Non, mais attends, préparez-vous, posez-vous dans vos Soyez voitures. Bons, les gars, soyez bons. Hein. Soyez bons, les gars. Comment tu fais comprendre à ta banque que, parce qu'en général, une banque qui est sur un investissement immobilier locatif, elle va dire, ok, moi j'ai regardé les loyers classiques sur ce type de logement, c'est X, moi j'en prendrai 70% et c'est ça que je vais rajouter pour calculer ton taux d'endettement. Comment
vous poussez pour faire comprendre que non, c'est pas ce loyer qui est sorti du baromètre, se loger qu'il faut prendre, mais votre estimation de marché sur un prêt IMO particulier. Il y a chose à dire, je me lance Alex, mais après tu peux compléter hein, si tu veux, mais il y a plein de choses à dire sur cette question de la présentation d'un bien atypique à la banque. Première chose, déjà, le petit tips qu'on peut donner que nous on utilise, c'est de présenter le bien à la banque en location longue durée haut de gamme. C'est-à-dire pas dire qu'on va faire de la location longue durée classique traditionnelle. Si un T2, ça se fout dans ce secteur à 500 euros, on va pas dire 500 euros. Nous, on va dire qu'on va le louer 650 euros. Mais parce qu'on s'est levé un matin en voulant louer 650 euros, en expliquant qu'on va faire une location longue durée haut de gamme pour se différencier parce que le marché se sophistique de plus en plus, qu'on a envie de revaloriser le bien au niveau énergétique, de lui amener la meilleure des étiquettes aussi. Ça, c'est un argument de taille aujourd'hui avec la banque. Donc déjà, si c'est à présenter en longue durée, c'est le présenter en longue durée haut de gamme pour majorer le loyer de 20 à 30% et faire en sorte que ça passe plus au niveau des calculs du banquier. Mais pour moi, c'est pas forcément non plus l'axe miracle à prendre. Moi, de plus en plus aujourd'hui, je pense qu'il faut jouer, et on l'a toujours fait avec Alex, la carte de la transparence. Voilà. Ça dépend des interlocuteurs, mais il faut expliquer au banquier, voilà en location longue durée haut de gamme ce que ça pourrait faire sur mon projet. Je m'approche de la rentabilité où j'y suis presque. Par contre, j'ai aussi derrière la tête un projet de location courte durée, thématique, atypique, insolite, expérientielle. Et on l'explique. Tout est une question d'argumentation. Hypothèse pessimiste, moyenne, optimiste. Le but, c'est de montrer que même avec 4-5 nuits de location, j'exagère un peu, 6-7 nuits, le bien s'autofinance et génère encore plus de cash qu'avec une location longue durée. Donc en fait, pour moi, il faut lui montrer. Et pareil, il faut pas dire au banquier, je vais faire une Galaxy Room. Voilà, point. Et je vais la louer 250 euros par mois. Oui, le banquier, il va rien comprendre. Il faut lui dire, voilà ce que c'est une Galaxy Room, voilà l'expérience que j'ai. Nous, il y a plein de participants qui se basent sur tous les participants qui sont passés à l'action. On a des captures d'écran de réussite, du recul sur plein de NB, plein de logements atypiques qui fonctionnent depuis plusieurs années. Donc le but, c'est de montrer, voilà, prenez pas peur, voilà ce que c'est, voilà comment ça fonctionne, c'est véritable, c'est palpable. Les articles qui passent aujourd'hui, l'argumentation, le mode de consommation des voyageurs, faut pitcher le truc. Et si vous avez affaire à une personne qui est pas trop débile, qui a un petit peu le sens du business, et il y en a des banquiers comme ça aussi, ça passera et il va vous suivre, il va croire en votre projet. Mais ça paraît bêta, mais ça dépend de l'argumentation et de l'aspect professionnel que tu as, quoi. Il faut Mais bien par contre, c'est ça. Pardon, juste pour compléter avec Anthony. Par contre, ce qui est vrai, et ça marche pour moi dans tous les projets, lorsque vous avez un banquier qui ne vous comprend pas, un banquier qui vraiment ne veut pas vous financer, ne cherchez pas à pousser une porte qui est fermée. Changez, que ce soit le banquier de famille, que ce soit le banquier qui a suivi toute votre famille, les amis, l'ami de, etc. Il ne comprend pas ton projet, c'est pas grave. Tu vas ouvrir d'autres portes. Et aujourd'hui, Anthony l'a dit, des banquiers qui ont le sens du business, des banquiers qui ont envie de te financer, il y en a de partout. Par contre, c'est vrai que c'est des points qui sont extrêmement importants. Il y a la banque dans laquelle tu vas te faire financer, donc l'organisme bancaire. Est-ce que c'est le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, la Société Générale? Parce qu'ils ont des politiques qui peuvent être différentes, que ce soit au niveau national ou régional, suivant aussi les banques. Mais il y a aussi le conseiller ou le directeur de banque que tu vas avoir à l'intérieur et la politique qui vont adopter. Et donc ça, c'est super important. Moi, ça m'est arrivé. Je suis allé voir une banquière un jour. Elle comprenait pas ce que je voulais faire. J'ai pas perdu de temps en fait. Je lui ai dit, écoutez, je pars. Je vais pas vous faire perdre de temps. Je vais pas perdre mon temps non plus. J'ai bien compris que c'était fermé et que j'allais perdre mon temps et qu'elle et elle aussi. Donc ça, c'est vraiment aussi super important. Ne pas s'entêter et surtout ne pas abandonner quand un banquier n'y va pas. C'est aussi d'aller voir d'autres personnes qui vont être beaucoup plus enclins à vous financer. Et nous, on a eu le cas avec Anthony, au sens contraire, des banquiers, un banquier notamment que j'ai en tête, qui nous a accompagnés depuis nos débuts, qui lui avait le sens du business, qui est lui aussi investisseur, et ça nous a changé énormément de choses au point de vue investissement. Ça me fait penser ça. Alors, ça m'a fait sourire parce que j'ai une petite anecdote par rapport à ça actuelle. Il n'y a pas plus récent. Je suis en train de du coup faire financer de projets immobiliers. Je suis en train de faire financer également rien à voir, hein, mais la pose de mon poêle à bois. Voilà, j'ai changé de poêle à bois et on a le prêt à taux zéro là, l'intérêt payé par la banque et tout. Et je voulais pas mettre de mon cash en fait pour un poêle à bois. Je voulais prendre le PTZ, je crois, hein, c'est ça. Et c'est ma femme qui s'en est occupée. Et la banque de ma femme, la banque historique de ma femme, c'est la Banque Postale. Mais quelle galère! Attention la pub, hein. Alors là. Ah non, genre, là, je vais leur faire de la pub, mais un truc de ouf, hein. Moi, j'ai ma banque qui me suit pour mes investissements, ma banque aussi personnelle, etc., pour mes entreprises, qui est le LCL, hein, voilà. Ça roule, enfin, ça coule à comprendre, etc. La Banque Postale, là, c'est une catastrophe.
pour 7 000 euros, pour 7 000 euros, j'arrive pas à me faire financer. Je n'arrive pas à me faire financer pour 7 000 euros. Ouais. Je n'arrive parce que elle me demande des trucs, mais des trucs de ouf, hein. Et elle comprend pas ce que je fais aussi. Donc, en termes de profession, etc., ils ne comprennent rien. Donc, là, clairement, je vais leur dire au revoir et c'est bon, on se casse et on va chez le ciel. Enfin, c'est ma banque, enfin, c'est ma femme qui s'en est occupée, donc elle a fait ça à la banque postale, mais moi, là, je vais partir. C'est pas possible. Ah oui, bien sûr. C'est Tu, trop important, les tu, interlocuteurs. tu perds trop d'énergie, tu peux pas. Moi, je dis souvent, tu peux Énorme. pas aider quelqu'un qui a pas envie d'être aidé, par exemple. Bah, là, c'est ouais. pareil. Tu peux pas convaincre quelqu'un qui a pas envie d'être convaincu. Si une personne, elle ne veut pas, elle est têtue, elle n'y croit pas, tu vas perdre de l'énergie, tu vas C'est sûr. perdre ton temps, la personne va pas comprendre non plus. Donc voilà, c'est important de parler le même langage ou du moins de faire comprendre ton langage à quelqu'un qui a envie de le comprendre. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une clé très importante sur le financement. Et ça, j'insiste parce que beaucoup de personnes, et nous aussi, on avait ces croyances-là quand on a investi avec Anthony, pensent que si ton banquier de famille ne te finance pas, c'est fini. Et même, on va aller plus loin. Aujourd'hui, nous, on est dans des stratégies différentes. On a énormément de prêts dans certaines banques. C'est pas qu'elles veulent plus nous financer, c'est que pour elles, c'est compliqué de nous financer avec le taux d'endettement qu'on a en perso avec. Tu vas avoir d'autres banques. Parce que tu sais que cette banque-là, tu as trop de choses chez elle et que dans une autre banque, on va dire que tu vas faire finalement table rase, pas du passé, mais elle va être beaucoup moins regardante, même si tu as de l'endettement, mais c'est pas chez elle. Donc, elle va avoir beaucoup plus de leviers. Et après, bien sûr, tu as aussi des leviers avec des entreprises aujourd'hui si tu as des stratégies beaucoup plus élevées en investissant avec des holdings, etc., où ton taux d'endettement va être totalement dissocié de ton perso à ton pro. Et voilà, donc, mais c'est super important. Voilà, c'est vraiment important de parler le même langage avec l'interlocuteur. C'est hyper intéressant ce que vous dites et surtout, c'est cohérent avec des épisodes qu'on a pu déjà faire sur le côté investissement. Le côté tu vois, tu as un banquier avec qui tu t'entends très bien, ça gère super bien tes affaires de famille, hein, puisque bien sûr, il y a le côté pro d'investissement, choses comme ça, mais tu as aussi ta vie courante qui a toujours été là pour toi, mais qui, le jour où tu as un projet, en fait, le comprend pas ou t'accompagne pas. Bah, tu vois, moi, je le prends pour moi, ce conseil, parce que je suis justement dans cette situation-là où le banquier se démerde très, très bien. M'a sorti, j'ai eu quelques soucis nickel, tu vois, ça a été géré d'une main de maître. Mais par contre, sur projet IMO, c'est la croix et la bannière. Et en fait, tu as aussi un petit sentiment de te dire, ouais, mais je voudrais le remercier quand même. Il m'a aidé dans les machins, dans les moments compliqués. Et puis là, bah, en fait, sur un truc où on est tous les deux gagnants, il me comprend pas. Et tu vois, je pense que tu as certains blocages aussi peut-être qu'il faut lever et aller. Bah, je prends ce conseil et je pense que je suis pas le seul à prendre ce conseil pour aller plus loin. Top. Pour aller dans le sens de l'épisode, parce qu'on approche doucement vers la fin, on s'est dit l'état du marché aujourd'hui, il est un petit peu instable sur le côté achat, vente, ce côté foncier. Il y a le côté aussi peut-être insécurité fiscale, de se dire aujourd'hui, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On l'a vu sur un an, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de chamboulements fiscaux. La TVA, pas la TVA, les abattements du LMNP qui ont été modifiés, le LMP. Enfin, on a le statut de bailleur privé qui arriverait, qui pourrait remettre en question l'intérêt de faire de la location meublée. Bref, sur fin 2025, début 2026, en plus pré-année d'élection, année préélectorale l'année prochaine, au niveau présidentiel, on a plein de changements qui arrivent. Vous, même si vous n'avez pas une boule de cristal pour savoir de quoi va être fait l'avenir, quel est votre état d'esprit face à cette période un peu aléatoire sur l'aspect fiscalité? Pour moi, il y a deux choses qui sont importantes par rapport à ça. Comme tu le disais très bien, on n'a pas de boule de cristal, mais quel est le feeling et le ressenti? Première chose, faut se protéger avec la rentabilité de tes investissements. Pourquoi on parlait aussi de la banque tout à l'heure? Pour nous, je reviens encore une fois sur cette méthodologie de l'atypique et des très grosses rentabilités, mais parce que c'est déterminant. Quand tu as 1000 euros de cash flow aujourd'hui net avec un bien, même s'il y a un bouleversement fiscal ou que les taux passent de 3 à 5%, tu vas descendre ton cash flow de 1000 à 700. Mais t'es pas mort. Alors ça t'embête, c'est sûr, on n'a pas envie, mais ta rentabilité absorbe la pression fiscale et bancaire. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'atypique est un bouclier à bouleversements bancaires et fiscaux, si je peux dire ça un petit peu comme ça, de par sa rentabilité. Et ensuite, le deuxième point, c'est d'aller là où on a un maximum de certitude, comme je le disais au début de l'épisode. Aujourd'hui, ce qui change tous les 3 jours, c'est le régime des particuliers.
Voilà, c'est-à-dire le LMNP, le LMP, potentiellement les plafonds au niveau du micro, etc. Ça change beaucoup, c'est très instable. Donc on peut continuer de le faire pour moi sur 1 ou 2 projets, ça fonctionne. Mais ensuite, de plus en plus, et surtout si on se projette sur 2026, il va falloir structurer ça en sociétés, SCIS, sociétés commerciales, qui sont quand même des régimes beaucoup moins soumis, enfin des structures, pardon, pas des régimes, des structures qui sont beaucoup moins soumis à bouleversement que les régimes du particulier, que les structures Moi dans particulières. le viseur. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu les deux choses qu'il faut avoir en tête au niveau fiscal, quoi. Après, on pourra en parler pendant 2 heures de ça aussi, mais voilà, en gros, pour faire efficace, je pense que c'est les éléments à retenir qui sont importants sur la Bah fiscal. nous, tu Et, sais qu'on veut faire un épisode sur la fiscalité. On a notre avocat qui nous suit, qui nous conseille, mais on n'arrive pas à le faire venir parce que ça bouge tout le temps et que Ouais, bah oui. justement, il veut pas venir faire un épisode pour que la semaine d'après, ce soit complètement. Donc, on vous promet un épisode sur le podcast depuis des semaines, voire des mois, Ouais, mais en ouais, fait, c'est vrai. ça change tellement que même les spécialistes aujourd'hui sont assez réticents à, à- à s'exposer sur une analyse du marché. Donc, tu vois, cette vision de se dire, bah, si tu le prends par le côté pro est moins impacté puisque les changements ont plus d'inertie et puis ils sont peut-être moins dans le collimateur du gouvernement qui peut être à rechercher des leviers Mais, faciles à activer pour aller chercher de l'impôt ou pour aller dynamiser le marché. mais C'est assez intéressant. ouais. On en revient toujours à la même chose. Nous, tu vois, on a les mêmes échos avec Simon, avec qui on travaille, là, notre fiscaliste et qui accompagne aussi nos investisseurs. Il est pareil, il dit je peux pas m'avancer parce que ça bouge énormément. Mais moi, la seule chose que je peux dire aux investisseurs et aux auditeurs qui nous écoutent, faites, investissez, allez-y, parce que le problème, c'est que dans ces conjonctures où on ne sait pas, et ben on a tendance à ce que disait Anthony, de se liquéfier et de rien faire, en fait. Et Ouais. aujourd'hui, parfois, le fait d'avoir trop de connaissances, et ben ça va te desservir. Aujourd'hui, moi, je connais des personnes qui n'ont pas connaissance des lois fiscales, etc., qui investissent parce qu'ils disent faut que j'investisse dans l'immobilier. Ils vont le faire. Ils vont peut-être pas le faire de la meilleure des manières, mais ils vont le faire. Et tu achètes bien ton bien immobilier, tu vas bien l'exploiter ou moins bien. Dans tous les cas, il y a très peu de chances que tu perdes de l'argent. Voilà. Donc, tu gagneras peut-être pas ce que tu avais prévu, voilà. Mais dans tous les cas, vaut mieux faire moyennement que ne pas faire. Enfin, moi, en tout cas, c'est la philosophie qu'on a avec Anthony. Nous, quand on a investi en 2017, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Moi, tout ce qui est projet de loi de finances, j'avais aucune connaissance de ça. Je savais à peine décortiquer un règlement de copropriété. Anthony, c'était la même chose, voire peut-être même pire que moi. Mais pour autant, bah, c'est ce qui nous a lancé. Et sans ces premiers investissements, on n'aurait peut-être jamais investi. On serait peut-être pas là en face de vous à échanger sur le podcast. Donc voilà, faut faire les choses, faut y aller. Et ça se passera pas toujours comme prévu. Mais derrière, il y a des belles opportunités qui se créent. Et puis, ça te permet vraiment d'avancer et pareil, de t'améliorer aussi au fur et à mesure. C'est ça aussi l'immobilier. C'est ça la beauté. C'est que tu apprends des stratégies, tu te déploies potentiellement parfois plus vite que ce que tu aurais pensé et t'avances et brique après brique et puis tu te passionnes aussi, tu te passionnes de ça et puis l'immobilier c'est tellement vaste, tu peux faire tellement de choses que voilà, On faut a un pas s'arrêter à passionné. une conjoncture qui peut être un peu morose et pour moi faut y aller. Toujours avancer, t'as complètement raison et ça c'est ma philosophie aussi première, c'est toujours avancer quoi qu'il se passe. Euh, les taux de crédit, ben ça va peut-être augmenter, ça va peut-être diminuer, on sait pas. Moi j'ai déjà investi avec un taux de crédit à 4,5, c'est pas grave, je l'ai pris quand même parce que c'est un appartement aujourd'hui qui me rapporte beaucoup. Si je me serais dit oh non 4,5 le taux de crédit laisse tomber, ben en fait je passais à côté d'une belle rentabilité. Un taux de crédit, par exemple, ça se négocie après, ça baissera dans les années à venir, sûrement. On verra. Il faut avancer. Il faut toujours avancer parce que l'immobilisme, en fait, c'est la pire des choses. Ouais, Voilà. le dicton, c'est vaut mieux une mauvaise action. L'inaction coûte moins cher qu'une mauvaise action. Ouais. Et vaut mieux Exactement. aussi mieux vaut parfait que pas fait. Enfin, il y a une citation aussi comme Mieux vaut ça. fait que parfait. Voilà, Ah ouais, mieux vaut fait que celui-là, parfait. on le Ça, maîtrise. c'est la philosophie qu'on a sur le podcast, ça va comme yo. Celui-là, celui-là, on le maîtrise, mais alors à 100%, nous, Mieux vaut fait que parfait. Il faut ouais, faire. c'est avancé. Et du coup, bah, ça me fait une super transition pour finir et conclure cet épisode, pour aller plus loin sur toutes ces réflexions qui sont à la fois bah, les perspectives qu'offre l'atypique, la possibilité d'investir dans des petits projets, mais qui dégagent une rentabilité supérieure à celle du marché. Dans 15 jours, donc le 5, si je dis pas de bêtises, le 5 octobre, vous organisez une semaine avec des événements chaque soir pour parler justement des différentes thématiques et aller plus loin pour creuser
vraiment sur chaque sujet, c'est ça, Alexandre? Ouais, exactement. Bah écoute, on s'est vraiment challengé avec Anthony. On sait, il y a un contexte qui est compliqué, qui est morose parfois aujourd'hui, et on en a parlé tout le long du podcast. Nous, on veut montrer qu'il y a des solutions aujourd'hui encore en France. On parlait du crédit bancaire. On fait partie aussi, des pays où on a quand même la chance de pouvoir se faire financer beaucoup plus facilement que énormément de crédits. Et donc nous, du coup, pour l'occasion, là, du 5 au 9 octobre, donc c'est 5 soirs, totalement en direct. On va tenir 5 jours d'immersion. On va être entouré de différents intervenants. On est super fiers. On a réussi à booker des intervenants de dingue. On aura Éric Larchevêque le premier soir, donc cofondateur de la Licorne Ledger. Peut-être certaines personnes l'ont vu aussi, surtout sur l'émission Qui veut être mon associé. Donc, il nous parlera de mindset, d'entrepreneuriat, mais aussi surtout, il a un domaine en immobilier. On a eu la chance d'aller avec Anthony. On aura également le deuxième jour Hakim Benotman, qui est aussi entrepreneur et gros investisseur immobilier. On aura également Robin Eldin, donc cofondateur Projet Locatif, qui nous parlera de recherche de bien comment trouver des pépites aujourd'hui en 2025. On aura également Erwan, qui est un spécialiste du financement, qui est courtier spécialisé en financement de biens atypiques. Donc, on parlait de financement, on en a pas mal parlé dans le podcast, mais il sera là pour nous montrer comment on finance ce type de produit à la banque, comment on l'amène et comment on présente nos dossiers. On sera également épaulé de Marie, qui est notre associée aussi, qui est architecte d'intérieur spécialisée dans les logements atypiques. Parce que comment on crée ce type d'hébergement, parce qu'on a parlé d'atypique un petit peu dans le podcast, on va voir en détail comment créer ce type d'hébergement, comment créer l'immersion pour faire en sorte d'avoir des projets qui cartonnent et qui sont extrêmement rentables. Et en dernier intervenant, on aura également Simon Daragon, docteur en droit fiscal, qui nous accompagne spécialement sur notre fiscalité, qui est à la pointe de toutes les nouvelles réglementations et qui sera là un petit peu pour prédire justement un peu plus l'avenir que nous sur la fiscalité et nous dire aussi les bonnes conduites à adopter en fonction de sa situation, quel régime fiscal faire et surtout d'avoir la tendance du marché par rapport à ça. Donc, l'objectif de cette immersion, c'est que pendant ces 5 soirs, à la fin, chaque personne qui sera présente avec nous, elle ressorte avec un bagage solide et surtout qu'elle puisse lancer un projet atypique à gros cash flow, donc à savoir à plus de 1 200 € net par mois avec des investissements à moins de 100 000 € partout en France. On sait avec Anthony que parfois ça fait un peu fou, mais on invite vraiment toutes les personnes à nous rejoindre lors de cette immersion. C'est gratuit. On a vraiment mis un contenu de dingue. C'est plusieurs mois de travail, de recherche et de négociation pour avoir les intervenants. Donc, on a vraiment préparé un paquet. Il y aura énormément de cas concrets, de nos réalisations personnelles, des personnes aussi qu'on a accompagnées. On va voir différentes thématiques. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de montrer que tout est possible et que c'est possible de lancer un projet atypique avant la fin de l'année avec des gros cash flows et surtout avec cette conjoncture qui peut être aussi parfois compliquée. Donc voilà, ça va être 5 soirs de dingue et on a trop hâte avec Anthony de retrouver, je l'espère, des auditeurs aussi du Triplex. Ouais, Et ça s'adresse à toutes les personnes. Une personne qui a déjà investi peut venir également du coup aller à la conférence. C'est c'est pas que donc c'est ça, c'est en ligne. Je l'ai pas forcément précisé, mais c'est accessible à tous. C'est en ligne, c'est gratuit. Ça sera les soirs. On va attaquer à 20h chaque soirée. Donc voilà, tout le monde est invité. L'objectif, c'est de partager vraiment un maximum de contenu. Avec Anthony, on n'a pas l'habitude de rester flou. On va vraiment dans le détail parce qu'on sait que parfois, ça peut paraître un peu fou, un peu bizarre. Donc on tient vraiment à donner beaucoup de valeur, d'expliquer aussi comment ça fonctionne. Voilà, vraiment l'objectif, c'est qu'ils aient la méthodologie très claire pour qu'ils puissent lancer un projet atypique qui dégage plus de 1 200 € net par mois avec des petits budgets à moins de 100 000 €. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et ça, sans être bloqué par les banques, avec une bonne fiscalité et avec des projets qui soient aussi valorisés dans le temps. Tu as tu auras des sessions de questions-réponses à chaque fois dans chaque chaque épisode entre guillemets. Ouais, déjà ils pourront poser des questions aux intervenants, notamment. Oui, voilà, ce que je vois, Éric Larchevêque et Hakim Benatman, voilà, des personnes très très connues, ils seront, on va dire, accessibles grâce aux sessions de questions-réponses, quoi. Donc du coup, c'est vraiment très fort ça. Bon. Donc ils pourront poser des questions sur le Bitcoin, hein, c'est. Non, voilà, on va vraiment rester sur le spectre de l'immobilier. Immobilier. Alors bon, il y aura du mindset, il y aura de l'entrepreneuriat aussi parce que c'est quand même lié, mais on sera quand même sur un axe immobilier et bien sûr nous avec Anthony, chaque soir il y aura un gros temps de questions-réponses. C'est une partie qu'on adore d'ailleurs avec Anthony parce que les gens peuvent nous tester aussi sur nos compétences, sur notre façon de voir les choses aussi, nous poser des questions très terrain et nous on prend vraiment plaisir avec Anthony après la partie présentation de pouvoir répondre aux questions. Voilà, le but c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur pendant ces 5 soirs. Donc, on tient vraiment à répondre à toutes les questions qu'on peut avec Anthony. Okay. L'horaire, ça sera quand? C'est 20h. 20h, c'est ça. Ouais. Donc, après le coucher des enfants,
nickel. C'est parfait. Vous pouvez nous rejoindre en cours de route si toutefois, voilà, vous pouvez pas arriver à 20h pile, on vous en voudra pas. C'est accessible, hein, c'est à partir de 20h et puis après vous pouvez nous rejoindre, il n'y a aucun problème. Super. Vous pouvez louper certains jours, même si on vous conseille pas, parce qu'il y aura énormément de valeur. Mais voilà, c'est pas grave si vous avez loupé un jour aussi, il n'y a pas de souci. Et pour répondre à la question de Maxime, donc vous pouvez nous rejoindre donc nous directement sur notre compte Instagram, donc le compte Mon Plan Immo. Il y a un lien d'inscription directement dans notre bio. Et puis Maxime, je sais pas, je pense que vous allez mettre peut-être un lien on va le mettre en description de l'épisode. Si vous utilisez Spotify, Apple Podcast, vous allez pouvoir le retrouver dans la description. Sur YouTube aussi, on va le mettre. Mais si jamais vous êtes en voiture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous créer un lien facile à retenir sur notre site Mon Plan Immo. Donc ce sera sur le-triplex.com/ et vous mettrez MPI, voilà, comme Mon Plan Immo. Donc il faut bien qu'on retienne ça, et comme ça vous atterrirez directement sur la page pour vous inscrire. Vous aurez toutes les infos, et donc je répète, le-triplex.com/ MPI comme Mon Plan Immo, et comme ça nous c'est plus simple pour vous pour retrouver les infos si jamais vous êtes en voiture et que vous pouvez pas cliquer sur la description. Donc puis on fera un petit relais sur Instagram pour en parler. Je pense qu'on ira faire un tour nous aussi, Samy. Moi je suis inscrit, donc c'est bon. Top, magnifique les gars. Moi, je me suis inscrit hier. J'ai reçu 5 emails d'un coup pour bien caler dans l'agenda toutes les. Tu peux intégrer. Moi, j'ai tout intégré dans mon agenda pour retrouver le lien à chaque fois facilement. Ça, c'est bien d'avoir du coup un lien qui permet d'intégrer directement dans l'agenda. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on le cale bien. Ça, c'est top. Le but, c'est que ce soit le plus clair possible pour les gens. Ouais, ça, c'est très, très bien. Je pense que c'est important de le souligner, c'est gratuit, mais vous verrez, c'est largement quelque chose qui aurait pu être payant. Donc, on a vraiment mis le paquet avec Anthony. Donc, c'est pas parce que c'est gratuit qu'on va aller en surface. C'était ça un peu le sens de ce que je veux dire. C'est que vous allez voir, on va vraiment dans le concret, et on a hâte avec Anthony. C'est vraiment un exercice qui nous plaît. C'est le plus gros événement qu'on a jamais réalisé, hein. Clairement. On n'a jamais fait un événement. La qualité et cette qualité-là. Donc hâte de démarrer l'aventure. La qualité des intervenants déjà fait vachement envie, quoi. C'est vraiment hyper bien d'avoir pu réunir du coup tous ces intervenants là. Donc ça c'est super. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent passer dans le podcast après, hein, tu leur glisses un petit mot, hein. avec grand plaisir. On leur dira. Venez au triplex. Bon c'est super. Encore merci Anthony, Alexandre, d'être venu partager avec nous votre expertise de l'IMO, votre vision aussi du marché, parce que comme on l'a dit en début d'épisode, c'est très morose, et d'avoir des gens qui conservent la pêche, le sourire. On a la chance nous d'avoir Samy. Moi j'ai la chance d'avoir Samy qui est tout le temps joyeux, heureux sur ce secteur, et on essaye de rassurer les gens. Mais c'est vrai que moi je le vois quand il m'envoie des messages et tout, je sens quand même son inquiétude, et je pense que si lui est inquiet sur certains sujets, il y en a beaucoup qui le sont. Et je vous remercie pour votre vision, parce que ça a quand même un effet positif. On apporte quelque chose, une bouffée d'oxygène. Ça veut pas dire. Je vais reprendre une phrase que tu as dit, Alexandre. T'as pas dit. T'as dit. C'est possible. Ce sera pas simple, mais ce sera possible. C'est ça qu'il faut retenir. C'est comme le sport, comme tout, le business. Rien n'est impossible, mais il faut faire les efforts pour y arriver. Exactement. Samy, tu veux rajouter un petit mot pour conclure? Qui? Tu veux rajouter un petit mot pour conclure, Samy? Moi, je suis sur le qui ne tente rien n'a rien aussi. Voilà, si vous tentez pas, vous y arriverez pas. C'est comme le loto, hein. 100% des gagnants ont joué. Si vous n'allez pas chercher des biens immobiliers rentables, atypiques, ou faites des visites, allez-y, et vous verrez, vous allez tomber sur une perle avec un vendeur qui veut vendre vite, avec un beau coup à faire, transformer après en atypique, et c'est parti. Bon, c'est un super mot de la fin. Juste avant de vous dire au revoir, si vous avez apprécié l'épisode, pensez à nous mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, un pouce sur YouTube. Vous pouvez nous écrire dans les commentaires, alors bien sûr sur YouTube, vous le savez, mais également sur Spotify. Si vous avez des questions pour Alexandre et Anthony, n'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire, et puis nous on leur en transmettra directement, comme ça vous aurez une réponse de leur part. Voilà. Merci à tous les deux pour votre intervention, c'était très cool de vous avoir, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode du Triplex. Merci Ciao. les gars. Merci à vous. À plus.